Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et oui, parce que cette élection, ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est pas forcément ESG compatible, on va dire. Ça pose peut-être des questions de transition énergétique, etc. Et on va essayer de brosser un petit peu tout ça et de réfléchir autour de cette transition avec Yann Loin. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, directeur commercial de Pictet AM. Voilà, cette transition, je le disais, qui n'est pas 100% Trump, on va dire. Quelle perspective on a, puisque c'est lui qui a remporté l'élection présidentielle américaine? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Trump ait fait campagne sur un projet pro-écolo, ou en tout cas en mettant en avant la transition énergétique. Il faut se rappeler qu'en 2017, Trump avait acté le retrait des États-Unis des accords de Paris. Donc, on peut se poser la question de la dynamique de la transition énergétique, peut-être également des performances boursières des secteurs clés. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a des éléments au moins aussi importants que la dimension politique. Ce sont les éléments technologiques et économiques. Nous sommes entrés dans une transition technologique d'envergure avec l'essor des technologies portées par l'intelligence artificielle. Et il est vrai que l'une des grandes contraintes de l'intelligence artificielle, c'est que c'est très consommateur d'énergie. Aujourd'hui, on estime que les data centers consomment à peu près 1% de l'énergie globale de l'électricité mondiale. Et il y a une tendance qui est plutôt à la hausse. Et aujourd'hui se pose la question de la fourniture de cette énergie-là. Les États-Unis estiment que d'ici 2030, 8% de l'électricité consommée aux États-Unis sera dédiée à l'intelligence artificielle. Une requête sur ChatGPT, typiquement, consomme 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur Google. Donc, nous aurons nécessairement besoin, pour soutenir l'essor technologique, d'adapter les systèmes énergétique et notamment d'investir dans les sources de production, d'investir dans les réseaux intelligents, les fameux smart grids, et également d'avoir cette capacité à déployer des outils et des équipements qui sont moins consommateurs, moins énergivores. Et là, c'est directement les puces énergétiques qui vont permettre d'avoir des équipements avec des rendements, des efficiences énergétiques bien meilleures. Donc vous voulez dire, on a un Donald Trump qui dit drill, 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 enfin qui veut confort partout, que chacun ait son puits de pétrole, et de l'autre côté, on a un Elon Musk qui va lui dire non mais attends, il faut que mes data centers puissent tourner, donc j'ai aussi besoin de la transition énergétique. Exactement. Alors les deux seront liés. On ne pense pas que la transition énergétique et l'investissement, notamment dans les énergies renouvelables, permettra de consommer moins de pétrole. Ça viendra en addition certainement. Mais en tout cas, il est certain que la technologie est à la fois le problème, mais aussi la solution de la transition énergétique. Et les deux sujets sont de toute façon intimement liés. Mais vous avez rappelé qu'il avait dénoncé les accords de Paris. On peut imaginer, dans le sillage d'un deuxième mandat Trump, qu'on ait une neutralité, enfin, ou moins un engagement neutralité carbone les États-Unis se sont engagés, sont revenus dans les accords de Paris via l'administration Biden, se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est le cas de l'Europe également, la Chine en 2060. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont, et notamment des multinationales, qui se sont engagées à atteindre ces objectifs de zéro carbone. C'est le cas de Google typiquement, d'Amazon également. Et donc, oui, puis on voit même les majors américaines du pétrole qui disent faut pas changer les règles toutes les 3 minutes, on a besoin de stabilité aussi. Oui, il y a ce besoin de stabilité, puis il y a aussi la dimension économique. L'efficience économique prime, si on met de côté les sujets purement écologiques. Aujourd'hui, la source d'énergie la moins coûteuse en termes de production, ce sont les énergies renouvelables. C'est le solaire, c'est l'éolien. On est sur des prix à la production qui tourne aux alentours de 50 € le mégawattheure, contre aujourd'hui 60 € pour le nucléaire, avec les réacteurs nucléaires qui sont déjà installés. On a un prix pour le nucléaire qui est une tendance haussière, c'est-à-dire que Flamanville, par exemple, le dernier repère qui va être installé, sera plutôt sur des niveaux de 120 € le mégawattheure, parce qu'on a des besoins de certification qui sont plus importants, parce qu'on a eu des retards à financer aussi, parce que les coûts initiaux en termes d'investissement sont plus élevés. Et donc, on a d'un côté l'énergie nucléaire qui a plutôt tendance à augmenter en termes de prix, puis les énergies renouvelables qui, elles, ont plutôt tendance à baisser.
c'est-à-dire que le solaire, typiquement, a baissé d'environ 90% au cours des 10 dernières années. Mais il y a aussi des nouvelles technologies. Enfin, vous citiez les anciens, entre guillemets, réacteurs nucléaires. Il y en a de nouveaux. Puis, il y a d'autres technologies qui offrent des opportunités, non ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations également en la matière. Alors, il y a ces fameux SMR qui ont été sur le devant de l'actualité parce que Google a noué un partenariat avec Kairos, l'un des leaders dans le développement de ces small modular réacteurs, donc des petits réacteurs nucléaires qui ont l'avantage d'être plus portables, qui sont modulables et qui ont cette vocation à être construits en usine. Donc, c'est différents modules qui sont assemblés, donc avec effectivement aussi cet avantage d'avoir moins de délai de production, en tout cas moins de retard dans les productions. N'oublions pas que Flamanville a été livré bien après le délai initialement prévu, avec des coûts qui ont été multipliés par 5 entre les coûts initiaux et en tout cas les coûts réalisés. Et c'est vrai qu'on a ces innovations-là qui viennent peut-être disrupter ce marché, mais malgré tout, ces petits réacteurs nucléaires qui sont limités à une puissance de 300 MW contre des grands réacteurs d'une puissance environ de 1000 MW ne profitent pas des économies d'échelle, ont des coûts de production par mégawatt qui sont également très élevés. Et nous ne sommes pas encore dans une logique d'industrialisation, donc les coûts ont du mal à être absorbés. Nous n'avons pas encore cette scalabilité, pour reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé. Ça, c'est le nucléaire, mais il y a d'autres technologies. Par exemple, il y a l'hydrogène aussi, dont on a beaucoup parlé. Alors, on sait que il y a eu du bon et du moins bon, mais ça reste valable. C'est quelque chose à considérer ? C'est vrai que d'un point de vue boursier, c'est pour le coup très value, puisque les sociétés spécialisées dans les piles à combustible ou dans l'hydrogène ont des parcours de performance très compliqués. Sur 5 ans, c'est entre moins 90 et moins 95%. Des sociétés comme Fuel Cell, comme McPhy par exemple, ont eu des parcours très compliqués. L'hydrogène, ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Pour le transport collectif, alors il y a aussi quelque chose à prendre en considération, c'est que beaucoup imaginent l'hydrogène comme une technologie verte. Ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que 95% de l'hydrogène qui est produit à partir de méthane. Oui, c'est ça, ça dépend de l'hydrogène qu'on met dans le réservoir. Exactement, sur un processus qu'on appelle le reformage. Donc globalement, on va déstructurer une molécule de méthane pour créer de l'hydrogène, mais rejeter aussi beaucoup de CO2. Et donc, l'hydrogène vert va nécessiter, dans sa production, un apport en énergie renouvelable important. Et donc, je dirais que le salut de l'hydrogène vert ne dépend que de la production d'énergie renouvelable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine sera certainement demain le grand leader de l'hydrogène, puisque la Chine déploie beaucoup plus massivement que tous les autres pays dans le monde les énergies renouvelables, et à commencer par le solaire. En 2023, la Chine a installé plus de panneaux solaires que l'Europe n'en a installé en l'espace de 30 ans. Donc c'est assez impressionnant. Et alors, si on se projette un peu, si on essaye d'offrir aussi à nos auditeurs un coup, un demi-coup d'avance, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité qui se présente devant nous ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en tête de gondole ? C'est vrai que lorsqu'on aborde la transition énergétique, il semble qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont en profiter, à commencer par les semi-conducteurs. C'est vrai que nous avons aujourd'hui un déploiement des semi-conducteurs et notamment de puissance concernant la transition énergétique, avec des miniaturisations des composants, des transistors. Prenons typiquement le cas de Nvidia, la plus Blackwell qui est sorti cette année, est à la fois 30 fois plus rapide que l'ancienne génération qui date d'il y a 2 ou 3 ans et 25 fois moins consommatrice d'énergie. Donc, il y a beaucoup à attendre de ces secteurs-là. Concernant les semi-conducteurs de puissance, nous sommes en plus sur des points bas, puisqu'ils viennent nourrir et sont utilisés dans l'industrie automobile et dans l'automobile électrique notamment. Les réseaux électriques aussi, c'est un vrai sujet. Nous estimons que pour 1 euro dépensé en énergie renouvelable, il faut dépenser également 1 euro dans les réseaux de distribution énergétique qui doivent être adaptés. Les réseaux intelligents doivent s'adapter à cette nouvelle demande et à cette nouvelle façon de déployer l'énergie, puisque nous évoquons là des centrales déployées qui sont beaucoup plus éparses sur le territoire. Et puis, il y a aussi des besoins de spécification qui sont très importants. Reprenons l'univers du semi-conducteur. Il y a certes Nvidia qui va produire des puces, qui va designer des puces GPU très standardisées.
il y a aussi des acteurs comme Marvell, comme Broadcom, qui vont aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, dans la spécification et dans la customisation de ces puces-là, et qui sont des entreprises qui ont certainement un potentiel de développement très important. Ça va se jouer où, tout ça? Parce qu'on a parlé des États-Unis au début, vous nous avez dit un mot de la Chine sur le solaire, pas un mot d'Europe pour le moment. Donc, je sais pas, ça va se jouer où? Ça va se jouer aux États-Unis, ça va se jouer en Chine, et nous, on va regarder passer le train C'est vrai que le développement technologique aujourd'hui se passe plutôt aux États-Unis. Les grands leaders technologiques sont américains. La Chine est toujours un petit peu en retrait. Alors, on peut se poser la question d'une relance budgétaire chinoise qui viendrait accompagner l'essor de la transition énergétique d'un point de vue boursier également, parce que c'est vrai que la Chine est clairement leader dans la production de véhicules électriques, dans la production de batteries, dans également tout ce qui est éoliennes, dans les turbines éoliennes. Vous avez une entreprise comme Goldwind, par exemple, qui est leader mondial, qui arrive à produire des turbines éoliennes 20% moins chères que son grand concurrent qui est Vestas et qui est européen. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que la Chine a un potentiel de rattrapage qui est intéressant. En tout cas, c'est aujourd'hui une part importante du PIB chinois que la transition énergétique. La Chine est à la fois le plus grand pollueur, mais aussi le plus grand développeur de solutions énergétiques durables. Et en revanche, en Europe, c'est vrai qu'on a l'impression de compter les points, puisque technologiquement, hormis quelques entreprises, on peut citer ASML par exemple, spécialiste de la lithographie, on n'a pas de grands spécialistes et de grandes entreprises leaders dans le secteur. Et puis, en termes de consommation, on est confronté toujours à cette concurrence chinoise qui a des coûts de revient bien inférieurs aux entreprises européennes en moyenne. Bon, on se dit au boulot, quoi. Au boulot, effectivement. Merci beaucoup, Yann. Yann Loin, donc, pour Pictet Asset Management, qui était ce matin dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Merci, Cédric. À bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.